Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle, une troisième mi-temps exceptionnelle après un match exceptionnel. Samedi, le Stade Toulousain a remporté son 24e bouclier de Brennus en venant à bout de l'Union Bordeaux-Bègles, le 39-33. Qui dit match exceptionnel, dit invité exceptionnel. Avec moi sur le plateau des chroniqueurs de grands talents, Vincent Bissonnet et Pierre-Laurent Gou. Salut messieurs. Salut Yanis. Salut Yanis, salut Vincent. Vous avez vibré hier ? Derrière mon poste de télévision, oui, tout à fait. On peut dire, on a vu une très belle finale. Et je pense que oui, n'importe qui, même observateur attentif ou juste téléviseur occasionnel, je pense que tout le monde a vibré là. Je pense qu'il n'y a pas débat sur le sujet. Avant de revenir sur la rencontre, déjà, n'hésitez pas à commenter sur Twitch. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns à commenter. On répondra bien sûr à vos questions si vous en avez. Rappel peut-être du scénario, quand même, ce match qui restera dans l'histoire, dans les annales, avec donc victoire 39-33 de Toulouse. Bordeaux qui a subi d'abord en début de match, qui a déjà fait mieux que l'année dernière, hein, on peut le dire. Rapidement. On avait rapidement vu que qui prend le score quand même en début de match. Qui prend le score. Voilà. Toulouse qui met quand même sa patte sur le match, notamment physiquement. Bordeaux qui revient en fin de match grâce à cette pénalité incroyable de Lucu, des prolongations et finalement une fin de match sous haute tension avec le sacre de Toulouse. Et Bordeaux qui repasse devant juste après la mi-temps aussi. Enfin, il y a eu un chassé-croisé, même si tu as raison, tu as parfaitement résumé la physionomie, où Toulouse a vraiment mis sa patte sur... c'est presque anormal en fait qu'ils n'aient pas gagné dans le temps réglementaire, tellement ils ont dominé notamment devant. Mais tout le mérite en revient aux Bordelais qui n'ont rien lâché. Et notamment, on va en parler, je sais, à Maxime Lucu qui a fait une véritable masterclass. Bissot, ce scénario, tu t'y attendais. Même pendant le match, au final, on se rendait pas compte que ça pouvait aller aussi loin. Oui, c'est vrai qu'on a eu le sentiment que Toulouse avait plutôt l'ascendant sur les débats, mais à l'inverse, autant on savait que les Toulousains pouvaient faire mal, notamment avec leur pack, on savait aussi que les Bordelais, avec 3 miettes, pouvaient faire un festin, et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Parce que Bordeaux s'est quand même accroché, je ne sais trop comment, pour revenir sur des temps forts qui se sont créés un peu de nulle part, cette passe au pied de Maxime Lucu, cette relance-là dans les 10 dernières minutes aussi qui amène le dernier essai. Et c'est vrai qu'on a senti vraiment que c'était plus comme une domination toulousaine sur l'ensemble qu'un vrai chassé-croisé. Mais franchement, respect pour les Bordelais de s'être accrochés, d'avoir poussé les Toulousains en prolongation. Ça les consolera pas, mais c'est quand même déjà une vraie performance. Pierre-Laurent, tu disais, c'est inespéré pour toi de voir les Bordelais accrocher ces prolongations ? Inespéré... Non, parce on peut même penser, on se dit, parce que si on se rappelle bien là, sur les 10 dernières minutes, ils dominent vraiment en fait. Ils arrivent à mettre le doute alors que Toulouse avait vraiment plutôt bien tricoté son match. Et cette pénalité, moi je me pose la question, et je pense qu'ils se la sont posée. Est-ce qu'il ne faut pas aller en pénal touche pour jouer la gagne ? Et ils ont choisi la sécurité, et c'est normal, je pense, on dit toujours, et moi le premier, les points, il faut être pragmatique en rugby. Mais... voilà, inespéré c'est trop fort. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de logique à voir Toulouse gagner dans le temps réglementaire, notamment par la prestation de son paquet d'avant qui là moi m'a surpris. Je n'imaginais pas le paquet d'avant toulousain prendre autant le dessus sur le paquet bordelais. Mais voilà, Vincent le disait, ce qui est surprenant aussi, c'est que Bordeaux a rien lâché, notamment Maxime Lucu, parce qu'à un moment ils sont à moins 10, tu vois, tu te dis, et à ce moment-là, Toulouse domine vraiment, on peut se dire aussi Toulouse va peut-être gagner assez largement, et non, il lâche rien, et voilà, ils se sont contentés des miettes. C'est vrai que ils ont fait quelques petites erreurs, on en reparlera, il y a des choses qui forcément expliquent aussi cette défaite qui suit une forme de logique, mais... Enfin, on est encore dans l'émotion de ce match qui était, on est le lendemain, mais on pourrait croire qu'on est à chaud, qu'on a pris l'antenne juste après le coup de sifflet final, parce que ce match était génial à suivre. Bien sûr. Alors, on va en revenir en longueur après sur les joueurs, notamment Maxime Lucu, quand on évoque là, qui a été le patron de l'UBB. Mais juste pour rester sur le scénario, cette pénalité de Maxime Lucu, c'est quand même exceptionnel de voir ça avec cette pression-là. Elle n'est pas facile à mettre. Elle est quand même excentrée côté droit. Ouais. Au bout du temps réglementaire, il dit lui-même après le match qu'il attend la sirène pour pouvoir la taper. Donc, il sait que s'il la passe pas, c'est fini. C'est fini, ouais. C'est marrant parce qu'en plus, il a fait 100%, mais la plupart de ses pénalités n'étaient pas poteau du milieu. Je trouvais qu'il c'était de la fébrilité, mais c'est vrai qu'on voyait souvent ça flirtait avec le poteau, du bon côté, et finalement celle-là c'est presque celle qui passe le plus facilement, et on a senti beaucoup de maîtrise. Sur la lancée de sa saison, on a un joueur qui est dans le parfait contrôle de son jeu,
techniquement, stratégiquement, mentalement. C'est un joueur aujourd'hui qui a atteint des niveaux voilà, auxquels on l'attendait pas, en tout cas personnellement pas. Et franchement, respect. Et c'est vrai que on parle beaucoup de Mathieu Jalibert, mais hier le vrai patron de l'UBB c'était Maxime Lucu et ça a été assez évident dans la conduite du jeu. Ouais, maîtrise, contrôle, je trouve que ça résume bien. Voilà, Maxime Lucu maîtrisait sa rencontre. Et pas tous ses partenaires. Voilà, oui, il a qu'une seule petite erreur, ce coup de pied en touche, mais sinon, au-delà de ça, il a été. Il fait la passe au pied pour très bien vu pour comme un peu heureuse, mais très bien vu pour Damien Penaud. Et après, c'est vrai que c'est vraiment lui on sentait qui a dicté les choses côté bordelais. Ouais. Pour rester sur le match, je profite d'avoir des joueurs expérimentés avec moi, des chroniqueurs expérimentés. Est-ce que c'est une des plus grandes finales que vous ayez vues de Top 14 ? Alors, il y en a eu des mythiques, notamment des Biarritz au début des années 2000. Biarritz-Agen 2002, la dernière fois qu'il y avait une prolongation. Biarritz-Agen. Vous en avez vécu aussi avant les années 2000, vous est-ce que c'est une des plus marquantes ? Il y a récemment aussi La Rochelle, quand même, le match Toulouse-La Rochelle avec la percée d'Entamac à la fin du match. Oui, sur l'intensité, oui, on a attention à la culture de l'instant. Mais c'est vrai que on l'est dans l'instant, on est encore que le lendemain. Et sur l'intensité, notamment du combat de devant, et c'était pas que de la bagarre en fait. C'est qu'ils ont mis vraiment, notamment les avants toulousains, dans chacune de leurs interventions, ils mettaient beaucoup de conviction. Il y a eu aussi une belle bataille en touche où les deux équipes ont chippé des ballons à l'autre. Voilà, c'était donc pour essayer de comparer. Oui, parmi les dernières, c'était je ne sais pas si c'est la plus belle ou la plus intense, mais elle va nous marquer et on s'en souviendra. Ouais, pour moi, c'est difficile de repenser à toutes les finales qu'on a pu voir, mais pour moi, elle est dans le top 5 assez facilement. Voilà. Il y avait le Toulouse-Leinster qui ressemblait un petit peu à cette partie, peut-être avec un petit peu moins d'envolée, mais qui était aussi très intense, acharné, avec beaucoup d'indécision. De par le scénario, alors qui était complètement différent, le La Rochelle-Leinster aussi, le contexte avait été aussi hyper marquant. Cup, ouais. Voilà, donc mais c'est vrai que il y avait vraiment tout. On a eu effectivement beaucoup de défis. Des chassés croisés au score, on a eu des beaux essais. Et ce qui est génial, c'est que cette prolongation, où on a l'impression qu'il n'y a presque rien qui va pour aucune des deux équipes, quoi. C'est une succession de boulettes, d'approximations. Et alors, je pense que si on revoit le match à tête reposée en connaissant le score, on va se dire, mais ces prolongations, c'est une purge, quoi. Mais en direct, c'était incroyable à vivre parce qu'on sentait cette tension des compétiteurs qui étaient vraiment poussés dans leur retranchement à la fois physique et psychologique. Et c'était, pour le coup, ça fait partie vraiment des plus grands moments qu'on ait pu vivre en finale de Top 14. On a Maître B qui nous rectifie, qui dit que la dernière prolongation c'était 2005. Oui, 2002. Tout à fait. Les deux finales perdues du Stade Français la même année. Et tout à fait. Et deux fois en prolongation. Il a raison. Non mais on parlait justement du physique, puisque un match comme ça, forcément au bout de 5 minutes, tu commences à craquer physiquement. Toulouse a largement dominé physiquement, et d'ailleurs c'est peut-être là qu'ils gagnent le match face aux Bordelais. Faut pas mettre largement. Ils ont dominé tout le long du match. C'est peut-être pour ça que tu dis largement. C'est vrai qu'ils ont dominé tout le long du match, mais il y avait pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 3 secteurs pour moi qui sont clés donc dans la puissance: le jeu au sol, les mêlées et les ballons portés. 3 secteurs où Toulouse a été dominant et a mis à mal les Bordelais, notamment les acculant de leur camp. Et c'est vraiment une question plus pour moi de puissance pure que vraiment une question de fraîcheur ou d'endurance. Je pense que c'est vraiment les Toulousains. On a beaucoup parlé de l'évolution du paquet d'avant de Bordeaux qui s'était densifié, qui avait progressé. Mais je pense sur une finale où Toulouse était pas à 100% de ses moyens, il y avait beaucoup d'absents. Mais Toulouse s'était vraiment bien préparé, on a pu le voir. Toulouse restait quand même, avait encore l'ascendant en termes de puissance, et des Bordelais qui étaient peut-être eux, un petit peu fatigués à l'accumulation avec les deux campagnes françaises et européennes. Voilà, on a quand même senti dès les premiers impacts que c'est Toulouse qui avançait. Et effectivement, ça c'est dans toutes les zones de lutte, ça c'est que ce soit au sol, que ce soit vraiment sur la ligne, ça s'est senti que les Toulousains étaient un cran au-dessus. Oui, la détermination dont ils faisaient preuve, l'envie de prendre leur revanche.
sur la demi-finale de Champions Cup. Où ils avaient été dominés physiquement. Où ils avaient été dominés physiquement, et notamment devant. Ça a mené beaucoup de changements de la part du Gomola, notamment dans son pack. Avec, on voit aujourd'hui Neti titulaire, mais Afou sur le banc. Et Jelonch, bien sûr. Bah, alors Roumat était blessé, mais Jelonch avait déjà commencé la demi-finale. Donc c'est aussi des changements qui ont été amenés grâce à cette demi-finale que tu évoques. Oui, on pensait qu'il pourrait. Je rebondis sur ce que disait Vincent, c'est qu'on pouvait penser que les Toulousains allaient manquer peut-être un peu d'énergie, et pas du tout. Et bon, vous insistez beaucoup sur j'entends sur le mot puissance, mais moi je trouve que c'est le mot détermination que j'ai envie de mettre en premier. Et j'en parle. Je vais prendre un exemple, notamment sur les grattages de Willis, où il a été en chercher plus que d'habitude encore. C'est un secteur où il est très performant. Mais là, il a été ultra efficace. Ou Aldeguerri, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un Dorian Aldeguerri aussi dominant. Julien Marchand aussi m'a surpris. J'avais l'impression qu'il était en fin de saison sur cette dernière prestation, qu'il avait envie de vacances. Et je pense que c'est cette détermination à réussir quelque chose de grand qui a fait que les Toulousains, et notamment le paquet d'avant, a fait un match incroyable. Bissot, est-ce que tu partages l'avis de la détermination, ou est-ce que c'est aussi pas l'UBB qui manque de gratteurs par rapport à tous, parce que Willy c'est aussi hyper spécialisé en tant que gratteur, chose que n'ont pas les Bordelais, qui du coup n'ont gratté aucun ballon en finale dans ce match. Oui, c'est vrai. Après, ils n'ont pas eu non plus, je pense, trop comme ils ont subi les impacts, ils n'avaient pas forcément les meilleurs, vraiment la possibilité de gratter. Après oui, il y a vraiment un côté détermination, parce qu'on a aussi vu Thomas Ramos gratter des ballons, on a vu Pitaaki à la fin qui gratte des ballons. Il y a vraiment, on sentait, Toulouse, on les connaît, que c'est quand même. On parle beaucoup de ce collectif, mais à l'intérieur, il y a des compétiteurs incroyables. Pitaaki, moi je trouve que c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui est relégué sur le banc, et il rentre et il est décisif. Et on a vraiment senti les mecs étaient piqués. On l'a vu, Julien Marchand, tous ses départs, Thibaut Flamand, pareil, des départs vraiment au cœur du jeu. Effectivement, il y a plus que du talent, là. Il y a vraiment une énergie, une détermination à prouver, que le Stade Toulousain reste le meilleur club de France. Et on sait que c'est leur principal moteur. Attention, il ne faut pas non plus, dans notre analyse, oublier que les Bordelais ont joué 2 fois à 14 contre 15. Et notamment ces 2 joueurs du paquet d'avant qui sont sortis à chaque fois, Beauchaton et Petit. Et donc face à un paquet d'avant déterminé et puissant toulousain, c'était un vrai handicap. Mais pour le coup, c'était des fautes dues au fait qu'ils étaient c'était pas des petits, c'est après un moll, je crois, où Willy s'avance. Il y a déjà une accumulation de fautes. Beauchaton, c'est plus tête contre tête. D'ailleurs, on en a vu un sacré nombre pendant le match. On s'est dit, celui-là, faut le revoir, le plaquage, la tête contre tête. Ça arrive souvent là en ce moment. Mais oui, en effet, les 2 infériorités numériques de Bordeaux ont pu coûter cher. Même si au final, ils ont pas si mal géré que ça. Ça fait partie des moments, je trouve, que les Toulousains ont pas forcément géré au mieux. Souvent, Philippe Saint-André me disait, notamment quand il entraînait Gloucester ou Toulon, c'est qu'un carton jaune, en fait, quand tu es en infériorité numérique, notamment, tous les autres font plus d'efforts pour compenser, comme tu dis ça. Et souvent, tu le payes pas pendant l'infériorité numérique, tu le payes juste après. Quand tu te retrouves à 15, où il y a peut-être aussi un petit relâchement de ceux qui ont fait beaucoup d'efforts. Et des fois, tu peux prendre la double lame, des points et de l'énergie. Et pour le coup, là, les Toulousains n'ont pas optimisé ces moments, ce qui fait qu'ils sont restés du coup un peu à portée de tir de l'UBB. Sur le chat, on nous reproche aussi le 5-3 de l'UBB sur le banc, avec l'absence de Tatafou, qui du coup a conduit à un manque de puissance selon eux. Ouais, je pense que, je sais pas, je n'étais pas dans les petits papiers, mais je pense que c'est peut-être lié aussi à l'incertitude qui est autour de Louis Belbiaré. C'est vrai que du coup, l'importance peut-être d'avoir plus de solutions sur le banc au cas où effectivement Louis Belbiaré avait peut-être un problème. Je pense qu'il y a peut-être eu ce soin, mais c'est vrai que je trouvais ça assez surprenant quand on savait le défi physique allait imposer les Toulousains devant, que le staff de Bordeaux ait recours à un 5-3. Et puis c'est bien, moi j'aime bien un peu de classicisme sur les feuilles de match. Non, mais parce qu'autrement c'est un peu trop les jeux du cirque, là, quand on a 6-2 ou 7-1, le bomb squad. Non, après c'est juste de casser l'adversaire. Il y a beaucoup plus de joueurs polyvalents qu'avant aussi. Donc, non, mais voilà. Mais c'est vrai que quand on a beaucoup parlé de puissance, c'est vrai qu'un Tatafou, en plus sur 100 minutes, il aurait pu avoir l'occasion de s'exprimer assez largement. Je pense que les supporters bordelais l'ont un peu regretté quand même.
Vous parlez des joueurs, on va rester sur les joueurs en évoquant d'abord les Toulousains donc, qui ont eu des belles notes quand même dans le middle. C'est normal, Oui. 24e titre, surtout un titre comme ça. Sur Rugby Rama, dans Middle, elles sont Sur pas encore Rugby sorties Rama. les notes. À moins Oui, que, sur Rugby Rama, mais il y a marqué vidéo olympique. Hein, Oui. Parmi les meilleures notes, on retrouve Jack Willis. On l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure sur les Gratas. Jack Willis, est-ce que c'est pas un peu monsieur final? On se souvient de sa finale contre La Rochelle. C'est Thomas qui prend toute la gloire, mais Ouais. il fait un sacré match. La finale contre le Leinster, il est immense. Et là, encore une fois, Ouais, il est quel souvent match. très très bon. Quel Après, Mais c'est vrai qu'en finale, il a encore. C'est vrai que c'est un mec qui est. C'est souvent C'est pas aussi, il joue un poste où c'est souvent un poste clé dans les matchs coup près et notamment dans les finales. Aucune équipe ne gagne de titre si sa troisième ligne n'est pas performante, notamment le jour du match. Et là, pour le coup, donc Willis, mais il faut associer Jelonche et Cross, qui là, la troisième ligne toulousaine a été vraiment impressionnante. Ouais. Willy, c'est un joueur qui tire. Et a pris clairement le dessus sur. Pardon, excuse-moi de te couper Vincent, mais a pris clairement le dessus sur la troisième ligne bordelaise dont depuis le printemps on disait le plus grand bien. Mais là, il faut qu'ils Il a un reviennent. peu souffert, ouais. Ils sont revenus sur les bancs de l'école, ils vont travailler. Oui, Non, Jelonge, vous- c'est vrai qu'il s'est associé à Willis Ouais. pour amener en termes de puissance, comme on l'évoquait tout à l'heure. Là, les deux en finale, c'était pas drôle. Ah ouais, Willy, c'était déjà un joueur que je trouvais formidable quand il était chez les Wasps. Et là, depuis qu'il arrive à Toulouse, maintenant, je pense que là, il peut difficilement faire un match plus complet que ce qu'il a fait hier, quoi. En termes de constance aussi, c'est incroyable. Ce mec, on le retrouve tout le temps, à chaque minute il y a toujours des actions positives de sa part. Là, il marque, il gratte, on le voit plaquer, on le voit déblayer. C'est vrai que c'est quand même un mec qui a une activité incroyable. Il a progressé avec le ballon aussi assez largement depuis son arrivée à Toulouse. C'est un joueur épatant. Et je suis content de le voir enfin sortir une prestation 3-4, je sais pas combien d'étoiles on peut lui donner, sur un match de cette importance. Je pense que lui-même s'était fixé un vrai objectif. Voilà, entre les blessures et les choix des fois de composition d'équipe, il n'avait jamais vraiment eu l'occasion depuis son arrivée à Toulouse de montrer vraiment. C'était sa première finale avec Toulouse, hein. En numéro Ouais. 8. Et là, il a sorti, je pense, une de ses meilleures parties, quoi. On l'a vu. Oui, de la saison, oui, tout à fait. Il avançait de 20 mètres à chaque ballon, c'était quand même incroyable. Il a fait terriblement mal au. Et puis surtout, ça a re-rentré. Puisqu'en fait, il est sorti et ils l'ont remis quand Toulouse commençait à aller un peu mal sur les 10 dernières minutes. Et il a remis de l'avancée. Et à un moment, en prolongation, il avance sur 20 Ça mètres fait quand un même, avec Willis Ça justement. fait un moment qu'on l'avait senti aussi gazé, en tout cas aussi. La plus bascule, elle se que fait, percutant, mais la demi-finale gazé, quoi. Champions Cup où il était remplaçant et il fait une grande entrée. Il fait une très bonne très entrée, bonne ouais. dernière demi-heure, salué par des membres du staff de l'UBB. Et surtout, Roumat avait suivi Et, physiquement. voilà. Et depuis, en fait, il montait crescendo. On retrouve le Jelonche d'avant ses blessures, comme disait Vincent. Et là, il a fait une finale 4 étoiles. Juste pour finir sur Willis, on nous parle beaucoup dans le chat de la sélection. C'est vrai que c'est fou quand même que du coup il ne puisse pas être sélectionné avec l'Angleterre et qu'il ne soit pas aussi avec les Lions britanniques cet été. Est-ce que vous trouvez ça Il fallait lire Midi Olympique vendredi. Est-ce Il y que- avait une interview où Explique-nous, il Pierre, expliquait, mais non, mais voilà, il y a des règles. Dur Pour à être la Fed, sélectionné avec le 15 de la Rose. La loi il est faut, dure, mais c'est la Oui, loi. 15 de la Rose, oui, mais pour les Lions. Ah, mais c'est pas pour les Lions, mais en fait, je pense qu'il faut être sélectionné en. Non. Tu crois que. Ben non, parce qu'il y a, il y a pas il a dit justement dans l'interview, l'excellente interview de Jamie Fada, je ne souhaite pas m'exprimer sur le sujet, Oui. montrant un certain dégoût à ce sujet, mais je pense pas que ce soit une histoire de règles. Mais si, parce que je pense que en crois fait, que c'est- Ah, si, c'est une il faut émanation quand des même- fédérations anglaises, de toutes les fédérations, pardon, pas que anglaises, les Lions. Et donc je pense que la fédération anglaise mettrait son veto, dirait au sélectionneur des Lions, non, il peut pas être sélectionné pour nous, donc tu le prends pas chez les Lions. Parce ils ont essayé de négocier, maintenant j'en suis certain, Ouais. parce qu'ils ont essayé de négocier pour que Farrell fasse les Lions. Et Farrell aussi, la fédération anglaise n'a pas voulu. Très bien. Donc fini pour Willis, pas de Lions en tout cas. Mais Bah, sauf si un jour il quitte Toulouse et il il y revient. a un autre joueur qui a un cœur de lion, qu'on peut dire, c'est Thomas Ramos. Thomas Ramos qui s'est mis en leader, notamment avec la sortie d'Entamac, où il a vraiment été quasiment seul organisateur du jeu toulousain et qui a été présent un peu partout pour distiller des coups de pied ou des belles passes ou des coups de pied entre les perches pour donner la victoire à Toulouse. Mais après, je crois que c'est plus une coïncidence. C'est-à-dire que chaque fois qu'il joue 10 en finale, Toulouse gagne. Donc, C'est vrai, je sais que lui préfère jouer arrière, mais On à a déjà force, eu ce débat avec voilà. l'équipe de France sur Et oui, mais est-ce qu'il est en meilleur en équipe de 10 France ou en aussi, voilà, 15. tout à fait. Donc, voilà. Donc j'ai l'impression que par goût, il préfère jouer arrière, donc il faut le faire jouer où il préfère, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas du dépannage quand il est ouvreur. Hein. Vincent, où c'est qui s'impressionne le plus? Est-ce qu'il t'impressionne le plus pour sa régularité face aux perches, son sang-froid ou sa technique tout simplement individuelle? Non, ce qui m'impressionne le plus, c'est sa mentalité de compétiteur qui est incroyable.
On le voit, alors, des fois il agace parce qu'il met des pièces et il chiche, mais parce que c'est un compétiteur incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est un compétiteur incroyable, et en face de cette détermination, il y a surtout une capacité à être excellent dans les grands rendez-vous, quoi. Parce que être un grand compétiteur, vouloir gagner, ça, il y en a plein des mecs qui veulent gagner, mais des mecs qui ont cette capacité à être aussi bon le jour J, c'est quand même incroyable. Il y a tout, quoi, physiquement, mentalement, techniquement, stratégiquement, il coche absolument toutes les cases du très haut niveau. Et tout à l'heure on en parlait dans la rédaction, on se disait mais il va falloir ouvrir le débat. Où est-ce qu'on place Thomas Ramos presque dans le palmarès historique des joueurs français, parce que aujourd'hui, c'est un joueur qui est meilleur réalisateur du 15 de France, qui a un palmarès incroyable avec Toulouse, qui a une, je sais pas si on se rend compte, mais depuis 2020, il a une régularité comme exceptionnelle. Il joue 10, il joue 15. Franchement, aujourd'hui, c'est vraiment. Je ne sais pas quelle trace il laissera dans le lobby français, mais je pense qu'elle sera quand même considérable. Il mérite une place vraiment tout en haut. Une adaptation et un côté leader qui a manqué à Toulouse en demi-finale de Champions Cup, puisqu'il faut rappeler qu'il était absent à ce moment-là, et que c'est quand même, ça fait la grande différence, puisque tu te rends compte que là, s'il n'y a pas Ramos, avec la blessure d'Ntamak, Malia qui semblait touché aussi en début de match, au final, tu te retrouves... Il y a des très bons joueurs à Toulouse, mais des leaders, on se rend compte que comme partout, c'est beaucoup plus qu'un très bon joueur. C'est pas tout à fait l'égal de Dupont, mais il est juste derrière. Et voilà. Et tu l'as dit, voilà, en demi-finale de Champions Cup, quand Toulouse n'a ni Dupont ni Ramos, c'est plus la même équipe. Ça fait partie de ces mecs qui, voilà, ça peut presque étonner de dire mais comment les Toulousains font pour avoir toujours autant faim de titres quand on a gagné. Ils ont gagné 5 des 6 derniers titres de top 14. Mais ce mec, c'est l'incarnation de ça, quoi. Il veut toujours plus, il en a 6, il en veut 7, s'il en a 7, il en voudra 8. Et je trouve que voilà, à ce niveau de compétition, avoir encore autant d'appétit quand tu as déjà beaucoup gagné, c'est incroyable, quoi. Ce qui nous permet de mentionner aussi, puisqu'il a joué 10, que Romain Ntamack est sorti d'abord sur protocole commotion, puisque le protège d'un avait bipé, et ensuite visiblement touché à l'épaule. On l'a vu en pleurs dans les vestiaires. Il joue quand même de malchance cette année. Romain Ntamack qui va se faire opérer du genou cet été, tout comme Mathieu Jalibert d'ailleurs, pour revenir en forme, le genou qui l'a handicapé largement cette saison. Un autre joueur qui était blessé lors de cette finale, Louis Bielbarré. Alors là, c'est côté bordelais. Louis Bielbarré qui a fait une énorme saison, meilleur joueur du tournoi Destination, serial marqueur de l'UBB, vainqueur de la Champions Cup, mais qui a connu une fin de saison quand même très difficile. Alors il y a eu cette histoire donc de vertige et de commotion en fin de saison. Là, il semblait touché à la crête iliaque lors d'un des premiers contacts du match. Tout le match, on l'a vu se faire soigner et être vraiment en deçà de ses capacités. Est-ce que c'est aussi là que le bas blesse pour l'UBB Oui, clairement, il a manqué. Clairement, c'était un pari perdu de la part du staff de l'UBB. Alors même si c'est peut-être un coup de malchance avec ce coup à la crête iliaque qui l'a vraiment handicapé. Mais voilà, on a l'impression qu'il a subi une commotion qui n'avait pas été déclarée, c'est le contre Vannes en top voilà. 14. Et en fait, est-ce qu'il s'en est véritablement encore remis? Yannick Bru avait eu des mots forts et il était inquiet pour son joueur et je pense qu'il avait raison. Là, c'était une finale, c'était peut-être dur de le priver de la finale, mais il a semblé handicapé. En plus, il prend un coup dès le départ sur la crête iliaque, comme tu le dis, qui l'handicape et donc assez logiquement, il sort à la mi-temps, mais le mal était fait et c'était pas, comme tu dis, cet accélérateur particule qui peut être. Ça n'engage rien à la formidable saison qu'il a fait. Ça, il faut le reconnaître. C'est, si ce n'est un des hommes de l'année du rugby français. Donc, qui se repose, qui se soigne tout l'été pour qu'on retrouve cette fusée fantastique qui peut être l'année prochaine. C'est vrai que Vincent, on l'a senti pas en forme tout court. Alors il prend ce coup début de match. En fait, on ne sait pas ce qu'aurait donné le match de Louis Bielbarré s'il n'y avait pas eu ce coup. C'est vrai qu'on n'a même pas eu l'occasion de. C'est vrai de le juger vraiment. Puisque pour resituer, c'est sur sa première réception de coup d'envoi. Malia il va le plaquer. Il prend Malia et du coup il fait en avant derrière d'ailleurs à 5 mètres de l'embut bordelais. Et c'est vrai qu'en fait on ne sait pas dans quel état. On s'est posé la question toute la semaine. Est-ce que Louis Bielbarré va jouer et s'il joue, est-ce qu'il sera à 80, 90%, peut-être même à 100%, on ne savait pas. Et là on n'a pas pu juger quoi. Donc ça reste un des mystères de la partie. Le concours le cours des choses fait que c'est un pari perdu de la part de Yannick Bru, même si bon voilà.
on peut pas lui imputer ce coup. Voilà, c'est plus sur le, enfin je sais pas. Après voilà, encore une fois, on n'est pas dans les petits papiers des staffs, mais Louis Belberry, il était déjà à 2000 minutes cette saison. Le faire jouer contre Vannes à la J26, sachant qu'il y avait de l'usure, de la fatigue et toujours un risque de blessure. Alors oui, j'entends le besoin de rythme, mais à un moment peut-être qu'un joueur n'a pas plus besoin de se reposer que d'être dans le rythme, surtout quand c'est un joueur qui est jeune, je pense qu'il se met vite en action. Voilà, après on peut toujours refaire le cours d'une saison, mais toujours est-il que cette décision de l'avoir fait jouer sur un match qui n'avait, pour ainsi dire, pas de vraie importance pour l'UBB a eu des conséquences assez fâcheuses, quoi. On a trop tiré sur Louis Bielbarré, pas forcément l'UBB, mais tout court cette saison, c'est quand même un jeune homme de 21 ans Non, alors oui, mais ou 22 ans plutôt. vous nous dites en général qu'on récupère, et puis j'ai l'impression qu'on récupère plus facilement à 21 ans qu'à 30 ou à 35 ans ou à 50 ans. Donc voilà, c'est Vincent le disait, c'est toujours plus facile après coup de dire s'il avait été. Mais je vais poser la question inverse, c'est-à-dire que s'il n'avait pas joué contre Vannes, vu que Bordeaux était aussi qualifié directement en demi-finale, est-ce qu'il n'aurait pas manqué de rythme On aurait pu faire le procès inverse. Donc il aurait pu jouer la demi-finale du coup. Il aurait peut-être pu jouer la demi-finale, voilà. Mais parce qu'on a l'impression aussi que c'est Yannick Brühl le disait dans sa conférence de presse de début de semaine, c'est un peu aussi une fatigue générale de sa saison. C'est pas que voilà. Donc je fatigue pense qu'il était. Alors que pourtant, c'est vrai que on a souligné, et moi le premier, le fait que le staff de l'UBB cette année, contrairement à l'an passé, a vraiment fait attention à ce que ces joueurs puissent se régénérer, a fait tourner tout ça. Mais Louis Bielbarré s'est rendu peut-être indispensable, que ce soit chez les Bleus ou à l'UBB. Peut-être que, voilà, parce qu'il y a ce nouveau totem des 2000 minutes que nous a mis en place Fabien Galtier. C'est vrai que c'est énorme. Il était déjà à plus de 2000 minutes. Voilà, les saisons sont faites de telle manière. En fait, après, moi, je comprends, tu cherches toujours à aligner la meilleure équipe possible, notamment dans les matchs coup près. Oui, on nous dit dans le chat, ça rappelle un certain Antoine Dupont qui a joué face à la Namibie. Alors, ça manque un peu de respect à Vannes, mais mais voilà. Et donc oui, la santé de Bielbarré qui n'en finit pas d'inquiéter les Bordelais. Bon, il devrait y avoir un peu de vacances et je pense qu'il va un peu souffler Bielbarré cet été, qui va pas. Ça va nous faire déjà. On va se renseigner, on va chercher à avoir des informations et savoir, notamment dans les prochains jours, et en donner sur Riviérama. Et après, voilà, oui, comme tu dis, il a l'été pour se reposer et se requinquer. S'il y en a un, par contre, qui a fait un gros match, on en a parlé de Lucu, il y a aussi Petit. En fait, c'est les hommes forts de la demi-finale de Bordeaux qui ont réussi à maintenir en vie ces Bordelais. Oui, mais moi, je lui reproche son carton jaune. À Petit. Alors, sur une zone qui est de marque, ouais. Voilà, donc, non, mais dans les matchs de phase finale, se retrouver en infériorité numérique, et 9 fois sur 10 ou 99 fois sur 100, c'est trop handicapant pour ton équipe. Alors, il y en a un de vous deux qui va me rétorquer la finale 2016 et le fait que le Racing ait été champion de France en infériorité numérique. Donc voilà, il y a 7 exploits, mais autrement 9 fois sur 10. Après, en général, tu handicapes trop ton équipe. Vincent, tu ne le reproches pas, toi ? Non, c'est lui qui fait la faute, donc effectivement, il est forcément en partie responsable de ça. Mais après, voilà, pour moi, c'est surtout un moment où le Stade Toulousain fait vraiment mal à l'UBB et où les Bordelais multiplient les fautes, que ça soit en mêlée à ce moment-là ou même dans le jeu au sol. On sent qu'ils sont un petit peu en difficulté. Et moi, c'est presque plus entre guillemets l'accumulation qui génère le carton, que c'est pas une faute isolée, quoi. C'est pas non plus une elle est grossière, mais c'est aussi parce que à ce moment-là, l'équipe subit assez largement. Et Lucu, on a évoqué Lucu qui aurait mérité son doublé, lui, pour le coup, pour moi, cette saison. On a eu le débat, on peut le dire. Pour moi, ça a été le meilleur joueur sur le terrain. Des deux équipes. Pour moi, ça a été voilà. Dieu sait si d'habitude j'aime pas si on devait mettre un Oscar de la semaine, et j'aime pas en mettre dans les équipes qui perdent. Mais là, franchement. Chapeau à lui, moi, voilà, ça a été. Je dis pas que Willis, Jelonche, notamment, ont fait un mauvais match, ou Ramos, ils ont fait un très très bon match, un excellent match. Mais moi, il m'a espanté, Lucu, et pour moi le meilleur joueur
de cette rencontre. Mais moi, je trouve ça incroyable que Lucu arrive encore à étonner des gens, alors que ça fait plus d'un an qu'il est sur ce niveau-là stratosphérique. Alors oui, il a eu sa passe de moins bien lors du tournoi avec l'équipe de France quand Dupont n'était pas là. Mais là, tu vois, quand il a remplacé Dupont justement en Irlande, il avait été stratosphérique déjà. Et tu as l'impression qu'à l'UBB, c'est quand même lui plus que... on en évoqué avec Nicolas Legault. Plus que Jalibert, c'est lui le patron. Quoi. Oui, mais après, il y a être bon contre Bayonne en janvier et il y a sortir la prestation qu'il fait en finale. C'est quand même pas du tout pareil. Et il faut avoir quand même, au-delà de certaines qualités rugbystiques, il faut avoir... faut avoir un tempérament de champion pour sortir la prestation qu'il a fait. Et on n'avait jamais non plus pu le juger dans ce genre de contexte. Vraiment le plus hostile, le plus challengeant, une finale face à Toulouse. Et là... Oui, parce que toi, j'ai l'impression que tu as ce constat sur Maxime Lucu parce que tu suis... avec attention l'UBB. Mais quand on regarde un peu loin, moi, c'est la première fois que je le vois véritable patron. C'est-à-dire que sur cette finale, et notamment mais sur ce printemps, c'était le patron. C'était pas Mathieu Jalibert, c'était pas les deux flèches Damien Penaud ou Louis Belbarré, mais c'était vraiment lui, c'était son équipe. Tu vois, c'était un peu comme à un moment Antoine Dupont a pris les clés du camion de Toulouse et de l'équipe de France. Et tu vois, quand tu dis il était stratosphérique, oui, quand il remplace Dupont en Irlande, il est remplaçant, donc là il n'a pas à avoir les clés du camion. Mais les fois où il était titulaire, tout ça, moi je l'ai trouvé encore emprunté, même en équipe de France. Et là, pas du tout. Là, en plus de ses qualités rugbystiques qu'on connaissait, qu'on l'a vu faire, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais qu'il a pris les clés du camion, que c'est lui le patron, que c'est son équipe, et c'est nouveau, qu'il a franchi un palier. Pour moi, en ce printemps 2025, il a franchi un palier. Donc c'est pour ça que je m'étonne encore des prestations de Maxime Lucu. Oui, le patron de l'UBB. Alors bien sûr, on nous dit Willis, homme du match. Il y aura un éternel débat entre Willis Jelonche et lui, du coup, pour cet homme du match qui a été transmis à Thomas Ramos, je crois, oui, tout à fait. À la fin du match. Tout à fait. Donc bon, ça se discute aussi. Ça insulte pas le trophée. Il n'y a pas de souci. Pour faire le bilan, au final, de cette saison pour les deux équipes, puisque oui, c'est la fin du top 14, à notre grand malheur, même s'il va y avoir le chapitre équipe de France qui va s'ouvrir très bientôt avec cette tournée en Nouvelle-Zélande. Est-ce que, avec toutes ces blessures et tout ce qui s'est passé, alors les Toulousains l'ont largement commenté, notamment en conférence de presse, ce titre toulousain est le plus impressionnant. Toulouse est quand même sans le meilleur joueur du monde. Blesse quand même Ntamak cette saison, donc ta charnière. Il y a eu aussi dans cette finale des blessures qui ont obligé l'équipe à se réorganiser. Et malgré ça, il tape l'équipe de l'UBB la plus impressionnante de son histoire. Oui, on peut dire d'une certaine manière que ce Brennus sauve la saison de Toulouse, parce qu'on attend toujours de Toulouse, et depuis, et pas que cette génération, qui gagne au moins un titre. Donc la saison du Stade Toulousain est réussie par ce fait, mais et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il termine avec une très belle prestation. C'est-à-dire qu'ils sortent peut-être leur meilleur match de la saison, et là pour le coup au meilleur moment. C'est pas courant. Est-ce qu'avec tout ce qu'ils ont traversé, c'est encore plus libérateur ce succès ? Ouais, après c'est hyper paradoxal parce que Toulouse n'a jamais été autant en maîtrise sur une saison de top 14. Ils ont fini avec 15 points d'avance sur Bordeaux, meilleure attaque, record de points inscrits, record d'essais inscrits. Donc ça prouve quand même qu'il y avait une forme de maîtrise complète. Ils ont pu vraiment gérer leur saison assez tranquillement. Et c'est vrai qu'à côté de ça, il y a eu toutes ces affaires, tous ces drames, la blessure d'Antoine Dupont, évidemment, qui est une forme de drame pour Toulouse. Et c'est vrai qu'il y avait un peu cette double... J'ai presque l'impression que les affaires et tout ont occulté le fait que finalement Toulouse a fini numéro 1 de la saison et très largement. Ouais, même si tu oublies parce qu'il y a une petite musique au printemps. Ah, Toulouse joue moins bien. Toulouse joue moins bien. Ils ont perdu des matchs. Oui, quelques-uns. Mais sauf qu'avant, ils n'en perdaient pas du tout. Ils ont surtout perdu la demi-finale. Ils ont perdu des matchs. Non, mais sur la première moitié de saison, peu importe qui jouait, tu pouvais mettre. Non, mais ça, ils gagnaient tout le temps. Par rapport à ça. On a comparé par rapport à leur début de saison. Mais même au printemps, on dit ils jouent moins bien, mais bon, ils mettent 40 points à Lyon. Et finalement, Bayonne, la demi-finale, ils l'ont quand même relativement maîtrisé. Enfin, il y avait la petite musique à Toulouse et vraiment un peu. Pour moi, c'est pas une petite musique parce que il y a cette défaite à domicile face
face au Racing, alors que le Racing n'avait plus rien à Oui, jouer mais Toulouse quasiment. non plus, d'un côté, Il y a, Toulouse était déjà qualifié. Il y a oui, voilà. Moi, je pense que, voilà. Il y a la défaite en Champions Cup, en demi-finale de Champions Cup, qui. Oui, ça c'est le vrai accro de leur saison. Pour le coup. Mais dans un alors, au-delà de la défaite, ils sont vraiment passés à côté. Le quart de finale face à, on l'oublie, mais le quart de finale face à Toulon, certes à Toulon, mais ils le doivent à Thomas Ramos, là pour le coup, parce qu'ils n'avaient pas réussi non plus. Donc en fait, ils avaient pas réussi leur printemps. Moi, ils n'avaient pas. Non, mais dans Paris sur le printemps, mais je trouve que sur la saison, quand même, faut pas oublier que sur la saison, non, voilà, mais sur la il y a saison, 90 points et tout ça. Oui, mais et alors- après, pour en revenir à ta question sur, moi, je pense que ce titre, c'est vrai que toute cette toile de fond là, des affaires, le printemps qui était moins réussi, voilà, fait que ce titre me paraît un peu particulier. Et pour moi, il est quand même moins fort entre guillemets que celui qu'ils avaient gagné contre La Rochelle il y a 2 ans. Parce que pour le coup, il y a 2 ans, pour moi, La Rochelle était vraiment au-dessus. Et La Rochelle, sur la finale, La Rochelle était, voilà, notamment sur la puissance, sur la maîtrise, jusqu'à la 78e, La Rochelle était au-dessus. Et pour moi, là, c'était vraiment voilà, c'était un vrai exploit de la part de Toulouse d'arriver à se sortir de ce match. Hier, voilà, le scénario est incroyable, mais à l'arrivée, c'est logique, quoi. Toulouse numéro 1 de la saison et Toulouse qui a été meilleur sur les 3 quarts de la partie et qui remporte ce match. Oui, mais alors c'est peut-être la petite musique, comme tu disais, qui arrangeait bien le Stade Toulousain, mais Ah, c'est mais la oui, première fois peut-être Toulouse aime bien être dans que cette- Toulouse était dans la position presque Là, d'un outsider. pour cette contre finale. La Rochelle, c'était pareil. La Rochelle, c'était pareil. Et je me souviens, c'était exactement la même. La Rochelle venait d'être championne d'Europe aussi. Et tout le monde disait La Rochelle monte en puissance avec leur pack, avec Antonio, avec Skelton, tout ça. Et voilà. Sauf que là, sur la finale, La Rochelle, pour moi, avait été un peu au-dessus de Toulouse. Là, voilà, Toulouse, j'ai trouvé d'entrée qu'ils étaient. Ils ont montré, voilà, qu'entre guillemets, qu'ils étaient encore les patrons. Et bon, ça a été un petit peu long à aller jusqu'au dénouement, mais ils l'ont validé. Non, tu trouvais pas l'UBB favori? Non, Je vois que t'as réfuté. Pour moi, je le disais la semaine d'avant, c'était 50-50. C'est pour ça que cette finale était excitante, c'est pour ça qu'on l'a attendue. C'est que. Mais non, parce qu'il y avait. Il y a des vrais 50-50 des il y fois. avait, C'est pas de la langue de bois. Hein. Il y avait cette stat qui maintenant est passée à 11, c'est-à-dire que depuis, ça fait 11 finales que le Stade Toulousain l'emporte à chaque fois. Mais de l'autre côté, il y avait Bordeaux qui avait plutôt bien géré sa saison, qui, je pense, n'avait pas cherché, voulait se qualifier directement en demi-finale, mais n'avait pas cherché trop à titiller Toulouse, parce que c'est vrai que la première partie de Toulouse avait pris tellement d'avance que Bordeaux s'est dit, bon, on va rester deuxième. Ils avaient fait un petit focus sur la Champions Cup, enfin un gros focus sur la Champions Cup, et ils avaient réussi leur pari en remportant le titre et en battant Toulouse, certes à Bordeaux quand même, c'était à domicile. Et donc c'est pour ça que moi je mettais pas Bordeaux favori, parce que Toulouse en finale, voilà, on a l'impression que Toulouse. On va pas le découvrir, on le découvre pas aujourd'hui. Si je crois que c'est Hugo Mola le disait hier soir, c'est que malheureusement il n'y a pas que des finales à jouer. Pour aller en finale, il faut se qualifier. Il y a toute une phase régulière à faire, et là parfois des fois Toulouse se prend les pieds dans le tapis. En Pas cette demi-finale, année. ou souvent en demi-finale, enfin souvent. C'est arrivé. Quelques fois en demi-finale, mais oui, c'est vrai qu'en finale. Mais vous me faites une parfaite transition pour l'UBB, du coup, puisqu'on parlait de 50-50. Est-ce que pour l'UBB, la saison a réussi? Alors, on le rappelle, un premier titre quand même en Champions Cup. En top 14, globalement, c'est la première fois que l'UBB finit dans le top 2 de son histoire et se qualifie directement pour les demi-finales. Mais au vu de cette demi-finale vraiment convaincante contre Toulon et de cette finale que tu perds en prolongation dans un match aussi serré, est-ce qu'on peut se satisfaire de cette saison? Certains diront oui quand même, puisque le bilan est globalement positif. Certains diront non, parce que tu finis sur une déception. Oui, tu finis sur une déception, c'est dur. Alors, elle est réussie parce qu'ils ont enfin franchi un cap, ils ont battu Toulouse en phase finale. 3 fois en 4 matchs. 3 fois en 4 matchs, mais surtout en phase finale. Ils ont gagné un titre. Là, ils ont rivalisé en finale. Mais il y aura un petit bémol. Même si, tu vois, j'ai été étonné hier, la déclaration de Mathieu Jalibert, qui était presque content, ou soulagé plutôt, voilà, il faut attention, on peut pas être content quand on perd en finale, mais soulagé, parce qu'il dit on est où on voulait être, et on a rivalisé avec Toulouse. Ils avaient peur le scénario en fait de la finale de l'an passé, les avait quand même pas mal traumatisés. Oui, tu trouves que la saison a réussi pour Bordeaux? Oui, saison réussie. Après, c'est vrai que l'occasion était vraiment belle de faire le doublé, parce que même si Toulouse a sorti une grande finale, voilà, on ne peut pas se mentir, c'était pas un Toulouse à 100%. Il manquait quand même des. Voilà, quand vous n'avez pas Dupont, Movaca et Capozzo, quand même, c'est quand même 3 titulaires en puissance qui manquent, entre autres. Et donc, on peut dire que voilà, l'occasion était quand même belle pour Bordeaux, vu la dynamique du moment, vu un petit peu la forme des Toulousains de signer ce doublé. Et
voilà, pour reprendre un peu les déclarations de Laurent Martin, notamment après la Champions Cup, il ne cachait pas que l'objectif numéro 1 c'était quand même le top 14. Donc je pense qu'il y a autant de satisfaction que de frustration, parce que aller en finale top 14 c'est quand même dur, et ils n'auront, je pense, pas tous les ans l'occasion d'y être. Et surtout, ils n'auront pas tous les ans l'occasion d'y être pour faire un doublé face à un Toulouse aussi amoindri, comme tu l'as dit. Mais on sentait quand même dans les interviews de fin de match, je ne sais pas ce que vous en pensez, que justement les Bordelais étaient très lucides quand même sur cette défaite, et n'étaient pas dans la rage ou dans la frustration, mais étaient plus dans le sentiment d'avoir tout donné et d'être tombés juste sur plus fort. Voilà, exact, Yanis, ils avaient le ressenti du match. C'est-à-dire que, notamment quand tu te fais dominer devant, même quand tu es 3/4 et que tu prends pas les chocs et que tu subis pas les collisions, et ben tu vois tes gros subir, et donc tu es conscient de la domination toulousaine. Donc je pense que tu as raison, ils étaient parfaitement lucides, mais parce que la physionomie du match fait qu'ils sont conscients que c'est grâce à des exploits, grâce à Maxime Lucu, qui sont restés collés au tableau d'affichage. D'ailleurs, ils ont été classe dans leur réaction. Je trouve que c'était vraiment. De deux équipes d'ailleurs, même les Toulousains ont très beaucoup de respect. Souvent après les grands matchs, ça vient naturellement, je veux dire, l'humilité. Et c'est tout à leur gloire. Et c'est vrai que voilà, pour reprendre un peu la métaphore de tout à l'heure, par rapport aux Rochelais en 2023, qui eux, pour le coup, n'avaient pas du tout vécu de la même manière, parce qu'ils savaient que ce jour-là, ça devait être leur jour. Je pense que les Bordelais, aujourd'hui, on n'était pas loin, ça aurait pu. Mais voilà, la logique était encore côté Toulouse, et je pense qu'ils se disent qu'il n'y a pas de fatalité, que leur heure est sûrement pas si loin. Comme quoi, définitivement, vaut mieux perdre comme ça sur pas un coup de dé, mais sur des détails en toute fin de match après des prolongations, que prendre un 59-3. Ah, vaut mieux. C'est pas la même. Au vu des réactions, c'est possible quand même, puisque est-ce que tu compte que le 59-3 les a plus marqués négativement. En foot, on le dit souvent, mais donc est-ce que tu préfères perdre une seule fois 59-3 ou 3 ou 4 fois 20-0, mais là, 30 une fois, une fois en ayant presque touché le titre, mais te faire reprendre à la fin et perdre en prolongation, ou ne pas espérer du match et au final ne pas engendrer de frustration parce que tu sais que tu n'étais jamais dedans. Ouais, l'humiliation l'an passé, Mais il y a l'humiliation, le côté humiliation. C'était un extrême à Tu as senti qu'ils ont eu du mal, et ça a été bien digéré, parce qu'ils ont eu du mal à le digérer, mais c'est, pour le coup, bravo à tout le staff bordelais, parce que c'était pas la mission la plus simple, et on se rend compte qu'ils l'ont vraiment bien digéré. En tout cas, il va y avoir encore du boulot pour pouvoir se remettre de ça l'année prochaine, après 2 échecs consécutifs. Première fois depuis... Alors qu'une équipe bat l'autre 2 fois consécutivement en top 14, c'était Stade Bordelais Lyon, tu as rappelé. Lyon contre Narbonne en 1932-1933 qui a battu Narbonne, et c'était au Parc Lescure à Bordeaux les 2 fois d'ailleurs. Alors que là, il y a eu Vélodrome puis le Stade de France. Donc qu'une équipe remporte 2 fois consécutivement le top 14 face à un même adversaire. Donc ça date quand même. Oui. Et puis après, comment on a cherché ? Qui était d'ailleurs, Pierre? Non, moi j'étais au quadruplé du SBUC face au Stade français. Oui, au début du XXe siècle. Voilà. 1903 à 1907, je crois. Quelque chose comme ça. Bon, le lecteur rectifiera lui-même. Merci en tout cas d'avoir été avec moi pour cette 3e mi-temps exceptionnelle. On a eu du monde dans le chat, ça fait plaisir. Voilà, donc la 3e mi-temps, bien sûr, reviendra avec l'équipe de France la semaine prochaine et la tournée en Nouvelle-Zélande qui nous hype. Qui nous hype. Alors, il faut que je traduise pour vous. Qui nous fait plaisir, on l'attend avec impatience, cette tournée en Nouvelle-Zélande. Et chapeau à toi, Yanis, parce que t'as pas la gueule de bois ce matin. Non, moi. T'as le sourire et tout, ça va. Très neutre, en tout cas. J'ai vu un super match de rugby et je me suis éclaté, comme je pense les 67 millions de Français. Voilà, je le dis. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission, bien sûr, sur Rugbyrama en replay, sur Twitch et sur toutes les plateformes de streaming de podcast. Merci à Ashraf et à Perle à la réalisation. Et on vous dit à la prochaine fois, donc après la 3e mi-temps, après le match de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande. Merci.